Merci beaucoup à Sandrine, à Célia pour l'accueil. Puis à vous d'être là. Donc ce matin et aujourd'hui, on a plusieurs séquences. Je vous dis juste pour que vous sachiez ce qui va se passer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc ce matin, on aura une première table ronde. Merci aux intervenantes et qui sont les intervenantes et qui sont présents, qui s'intéressera à la question des difficultés administratives et des questions de citoyenneté. Ça, c'est ce premier temps-là. Suite à ce premier temps, avec Eva Tutelle et l'équipe du collectif des petits papiers, le collectif nous présentera, vous avez vu, on a installé, alors j'espère correctement, sinon vous m'enverrez, mais les panneaux qui ont été réalisés par le groupe des petits papiers, et donc on fera une présentation un peu, elles nous expliqueront quelle a été la démarche, etc., et comment qui en ressort de cette exposition-là. Tout à fait, il y a Antoine Roth, et là, en face de moi, mais je vois jamais les gens en face de moi, faut le savoir. Antoine Roth qui nous présentera une recherche sur non-recours et handicap psychique. Après ça, on aura une pause de midi. Et cet après-midi, il y aura une table ronde sur les questions de droit à l'alimentation. Et un dernier temps, on prendra un peu de temps de faire le bilan tout ensemble des moments auxquels on a participé, des 2 jours pour ceux et celles qui ont participé les 2 jours, ou de la journée à laquelle on a participé, ou des moments qu'on a vus. Voilà, pour aussi qu'est-ce qu'on retire de ces moments d'échange qu'on a eu ensemble et quelle perspective ça ouvre aussi pour la communauté locale d'enquête de Grenoble, pour le programme OVI, pour les échanges avec Cap Droit, etc. Voilà, j'en dis pas plus. Est-ce que vous avez des questions sur ce déroulé? Est-ce qu'il y a des choses à ajouter ou que j'aurais oublié? C'est bon? Ok. Eh ben, dans ce cas-là, on va commencer avec votre table ronde. Donc, on est ravis de vous accueillir. Florian et moi, on va animer cette table-là. Donc, on accueille Eve Gauthier, qui est directrice générale de Eva Tutelle, qui commencera d'ailleurs cette table ronde. Et ensuite, on donnera la parole au collectif des petits papiers, sous un format qui sera un peu différent, puisqu'on a préparé ensemble une série de questions que vous puissiez dérouler votre propos. Mais je vous laisse, on peut tutoyer? Ah bah oui. Ok, je te passe la parole. Merci beaucoup. Alors déjà, honorée, ravie de participer à cette journée. Heureuse de vous rencontrer. Alors bon, je tiens uniquement le rôle de parler de protection juridique des majeurs. Alors je ne sais pas si c'est un dispositif qui est connu de tous. Alors donc moi je dirige une association qui est basée en Isère, qui s'appelle EVA Tutelle. C'est une grosse association puisqu'on gère 200 mesures de protection sur l'ensemble du département de l'Isère. Et on a 5 sites et on a un site qui est pas loin à Échirolles. L'association, elle compte à peu près 96 salariés, une centaine, tout compris, pour partie donc des mandataires judiciaires qui travaillent en trinôme avec des assistants administratifs. Et puis on a un service support, c'est-à-dire qui va s'occuper du budget, qui va s'occuper des ressources humaines, de la qualité. Voilà, ça fait une grosse boutique. Et donc, nous, on est chargé d'exercer des mesures de protection juridique. Je ne sais pas si parmi vous, certains bénéficient d'une mesure de protection juridique. C'est tout un chantier et avec vous, on est confronté à ces difficultés administratives. On voit les personnes protégées se confronter quotidiennement aux barrières diverses que je vais dérouler. Et je vais essayer de vous expliquer comment nous, à EVA Tutelle, parce que je vais pouvoir parler des contraintes de notre métier, voilà, et puis vous dire comment nous, à EVA Tutelle, on essaye de les dépasser avec les personnes que l'on suit. Alors juste pour se rappeler, nous, on travaille dans un cadre juridique bien défini. C'est la loi qui nous dit quand même comment on agit. Et c'est le juge, en fait, qui va nous désigner, le juge des contentieux de la protection. Il a changé de nom il n'y a pas longtemps. Ça reste le juge des tutelles, il a plein de casquettes. Et donc, ce juge, il va désigner le DA tutelle pour exercer les mesures de protection, mais il va pas le faire n'importe comment. Alors, je sais que ça peut paraître étonnant parce que on a beaucoup de gens qui ont une mesure de protection. Je crois que c'est à peu près 1 million en France. Donc, c'est quand même beaucoup. Mais le juge, lui, il décide en fonction d'un certificat médical circonstancié, on en parlait tout à l'heure, qui est plus ou moins bien rempli. Et puis, le constat. Je m'appuie effectivement sur ce document pour évaluer la répartition des facultés. Pas de checking en même temps. Excellent, Fanny. Ah, mais c'est tout, moi, ça.
Il souhaite. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle Voilà. que tiens. Donc le juge. Je suis sur écoute, hein. Ouais, c'est bien. Donc il a le certificat du médecin expert et puis il va lui-même constater en écoutant la personne qu'il y a bien une altération des facultés mentales ou corporelles qui l'empêche d'accomplir seul certains gestes. Alors, depuis la réforme du droit de la protection des majeurs, une réforme qui était majeure en 2007, on peut dire que normalement, on n'est plus en protection parce que on a un penchant pour l'alcool ou parce qu'on aime bien dépenser son argent. Normalement, si on fait bien notre travail, on ne place en protection que des personnes pour lesquelles on a vraiment un besoin. Et ça, c'est le premier jalon parce que une mesure de protection, elle est contraignante. Et nous, en tant que professionnels, on doit l'intégrer tout de suite. On peut pas imaginer simplement qu'on exerce du droit, voilà, et qu'on va signer des actes. Il faut vraiment qu'on intègre en tant que professionnel la contrainte qui s'exerce sur les personnes. Voilà, je voulais le dire en préambule. Oui, est-ce que ce serait possible de mettre un tout petit peu plus fort pour les Parlez un personnes qui sont dans la peu table? fort, bien sûr. Désolé, on sait que c'est pas super Non, simple, non, mais c'est... Pas de souci. Donc, ce jugement, il va enlever à la personne une partie de sa capacité à faire des actes tout seul. Et ça, c'est pas rien. Et ça, on le mesure notamment lorsqu'on va chez les gens, qu'on les rencontre pour la première fois, on se présente. Et c'est un moment qui est généralement difficile. Parce que oui, la personne, elle est informée qu'une mesure est sollicitée. Parfois, mais c'est pas dans la majorité des cas, elle a fait la demande. Elle est passée devant le juge. Mais une fois qu'on la rencontre, alors là, on commence à parler de comment on va travailler ensemble. Et c'est la deuxième chose très importante. Donc, nous, à EVA Tutelle, on a développé un outil en FAQ, en langage accessible et adapté, où on rappelle tout de suite à la personne ce qu'elle peut continuer à faire seule. On va lire le jugement, on va se présenter, bien évidemment, on va expliquer un petit peu qui on est, et tout de suite, on va dire ce qu'on va faire ensemble, et ça, c'est pas nous qui le décidons, c'est le juge qui le note dans le jugement. Et surtout, on rappelle ce que vous allez pouvoir continuer à faire seul et ce qui reste de votre sphère de vie intime. On va jamais aller regarder. Ce qui va concerner les enfants, par exemple, le choix des relations de vie, le choix du logement. Voilà, c'est très important aussi à l'ouverture de mesure de rappeler à la personne qu'on lui enlève pas tout. Il y a encore des choses qu'elle peut faire par elle-même. Et donc, on a une petite plaquette. Et cette plaquette, on la remet systématiquement à l'ouverture de la mesure, en plus de tous les documents que la loi nous demande de remettre. Voilà. Donc, Benoît, tu parles de collaboration contrainte, en parlant justement de l'alliance entre la personne et le mandataire judiciaire, et je trouve que ça symbolise drôlement bien ce qu'on vit, nous, sur le terrain, c'est ça, c'est une collaboration qui est contrainte. Et du coup, c'est pas simple pour nous, parce que il faut qu'on tienne une ligne hyper fine. Tu disais, tu parlais d'un état de minorité. Alors moi, je pense qu'effectivement, en fonction de la manière, dès l'ouverture, vous voyez, je parle même pas de la mesure, comment elle s'établit dans le temps, c'est dès l'ouverture, on pose quelque chose. Soit on dit à la personne, on vous considère dans ce que vous êtes, on va aller regarder toutes vos potentialités, on va partir de là, ou on peut dire, on a un jugement qui dit que ça vous pouvez pas faire, ça vous pouvez pas faire, ça vous pouvez pas faire, et c'est ça qu'on va décliner. Donc, déjà, nous, en tant que professionnels, il faut que quand on se présente, on voit chez l'autre, j'ai même pas commencé à agir, hein, c'est simplement le regard que je vais porter sur elle, c'est de lui dire, vous êtes capable de faire. Et donc, à EVA Tutelle, c'est comme ça qu'on forme les professionnels, quels qu'ils soient. C'est pas que les mandataires judiciaires, c'est tous les professionnels, y compris la personne qui gère le budget avec moi, y compris la responsable des ressources humaines, parce qu'on part du principe que c'est un tout. L'hypothèse, c'est l'hypothèse capacitaire. Je vais vous regarder comme capable, et c'est comme ça que je vais vous permettre de continuer à vous sentir capable de faire. Et j'ai donc pas commencé à agir. Et je pense que c'est le positionnement central. Et donc nous après, en permanence, on va rappeler aux professionnels de garder, quelle que soit la situation de la personne, même si son état malheureusement se dégrade, on va toujours demander aux professionnels, évidemment de l'associer, mais déjà de porter ce regard. Et ça change tout dans la posture qu'on a besoin. Et je ne dis pas comme ça parce que ça fait bien. On essaye vraiment de l'incarner et ça change beaucoup. Ouais.
Donc, mais c'est quand même pas simple parce que va falloir que nous, on exerce le mandat et on a bien conscience qu'en étant là, on va entraver la personne, de fait, dans sa liberté de choix et d'action, puisqu'elle va devoir composer avec nous. Il y a une donnée de temps pour échanger, pour co-signer certains documents. Donc, on a conscience qu'il y a un rapport au temps qui est différent. Et alors, on essaye de l'atténuer, on essaye d'être accessible, d'être rapide dans les traitements, mais il est évident que quand on a une mesure de protection, il y a une donnée de temps incompressible. Il y a aussi le fait qu'on n'a pas forcément accès aux moyens de paiement qu'on peut trouver par ailleurs. Combien de personnes protégées m'ont dit, mais moi j'en ai marre de ne pas pouvoir bénéficier des tarifs d'Internet. Pourquoi est-ce que je dois aller au magasin, me déplacer? Je veux une carte bancaire. Et pour les mandataires judiciaires, avant, c'était un sujet qu'on n'abordait pas trop parce qu'on ne gardait pas la maîtrise du budget. Il y avait un enjeu du professionnel qui disait, ben moi, si j'agis par virement ou c'est moi qui paye la facture, c'est sécure. Mais pour la personne, elle me dit, ben moi, je me sens disqualifiée parce que je peux pas aller chercher d'essence le dimanche avec ma voiture. Je peux pas aller bénéficier des tarifs pour Internet. Donc, ça nous oblige, nous, à nous poser la question de qu'est-ce qu'on intègre dans nos pratiques pour pas créer cet écart. Alors, je sais pas si ça va? Assez trop? Très bien. Donc, j'ai Bah, en fait. c'est surtout au fond, vous pouvez nous dire si vous entendez correctement? C'est cool. Ok. Parce que moi, oui. Pas en dessous. Voilà. Donc, il faut qu'on compose quand même avec ce que la loi nous demande de faire. Et la loi, elle est très claire sur la zone à partir de laquelle la personne ne peut pas agir par elle-même. Et il va donc falloir qu'on l'associe au maximum. Alors, c'est pas simple. On parle de difficultés administratives et la première chose que je voulais évoquer, c'est ce qui, moi, m'apparaît quand les équipes m'en parlent. Alors, je me suis pas présentée, mais moi, j'ai été mandataire judiciaire pendant 7 ans. J'ai démarré en tant que mandataire judiciaire, puis après, j'ai eu un poste de responsable qualité dans l'association. Et puis, maintenant, je la dirige. Mais donc, j'ai pu, au travers de ces 7 années, travailler avec pas mal de majeurs protégés et j'ai pu voir les difficultés concrètes auxquelles ils étaient confrontés dans leur vie. Alors, moi, dans ma présentation, je me suis dit qu'on pouvait parler déjà des cas de non-recours subis, mais il y a aussi des cas de non-recours choisis. Et je voulais en parler aussi parce que je pense que ça va intéresser ici. Il faut entendre que parfois, j'ai pas envie d'accéder à un droit, même si j'y ai droit. Donc moi, dans les cas de non-recours subis, le premier jalon, c'est le fait que malgré tous les efforts qu'on peut faire, il y a quand même une méconnaissance de la protection juridique des majeurs. C'est-à-dire qu'une personne en curatelle, elle va se présenter à la CAF, elle va demander une attestation, on va lui dire non, faut qu'il y ait votre curateur. On va toujours essayer, nous, d'expliquer ce que la personne, elle peut faire seule, mais il arrive régulièrement que des personnes nous appellent en nous disant on m'a dit de vous appeler parce que je veux souscrire un abonnement téléphone, je peux pas. On me dit que je peux pas. Je veux chercher mon attestation à la carte, on me dit que je peux pas. Donc nous, en tant que service, on développe des outils. On a fait 2 modèles de courrier qu'on remet aux majeurs protégés et qui disent j'ai une mesure de curatelle, j'ai une mesure de tutelle, je peux déposer plainte tout seul, je peux demander mon attestation tout seul, je peux souscrire mon abonnement. On aimerait travailler ces outils avec les majeurs protégés. Mais en première version, pour pallier un peu à l'urgence et pour qu'ils ne se retrouvent pas le bec dans l'eau à aller à la carte et à revenir bredouille, on a fait ces courriers. Et nous, on essaye de former et d'informer autour de nous nos partenaires en leur expliquant ce que c'est qu'une mesure de protection, mais aussi, toujours pareil, ce que les personnes peuvent continuer à faire. Ça a quand même un bénéfice. Mais c'est, j'ai envie de dire, partenaire par partenaire. Donc ça compte. La deuxième chose, c'est que souvent, donc, on va nous appeler pour intervenir aux côtés des majeurs, alors qu'on n'a pas à le faire. Et on s'en fait perdre du temps. Hein, on va dire à la personne, attendez, on va appeler votre curateur. Ça nous est arrivé récemment pour signer un contrat de bail. Donc, on perd du temps parce que donc, on essaye de joindre le curateur, on lui envoie un mail, et puis nous, on est obligé d'informer pour dire, non, on n'est pas censé intervenir dans le dossier. Le troisième sujet, je suis certaine que vous l'avez déjà abordé, et pour nous, c'est un gros problème, c'est la dématérialisation. Alors forcément, vous avez le rapport du défenseur des droits qui pointe
forcément je dirais la fissure qui se fait du fait même que maintenant il y a certaines démarches qu'on peut faire que par Internet. Je pense à tout ce qui relève des titres administratifs, permis de conduire, voilà. 3 minutes. 3 minutes, voilà. Et puis, donc pour nous c'est compliqué l'alternative papier parce qu'il y a de moins en moins de services qui le font. Et là, on est coincé parce que c'est au niveau national que ça se joue. On essaye en tous les cas de nous demander deux choses. Un, qu'il y ait un accès réservé aux majeurs protégés pour qu'ils puissent faire leur démarche tout seuls. Il n'y a que la CAF qui commence ça. Et l'envoi systématique du double courrier, les relevés bancaires, parce qu'ils sont envoyés au curateur, donc on demande qu'ils puissent être envoyés à la personne. Mais c'est un vrai sujet. Et je vous avoue que là, à notre niveau, on n'a pas beaucoup de moyens. Et enfin, le délai de traitement des demandes. Ça aussi, c'est un enjeu de non-recours, puisque on a parfois des ruptures de droit parce que les demandes tardent à être traitées. Donc nous, on essaye de développer des outils FAQ, on essaye de former nos professionnels à ce regard capable, on essaye d'informer des partenaires, et on essaye de peser un petit peu sur ces fonctionnements administratifs, et c'est plus compliqué. Mais je voulais juste finir sur les 4 recours choisis, parce que c'est là où la notion de je suis capable de faire des choix pour moi-même, donc je suis aussi capable de discerner que je fais un choix qui va me faire perdre quelque chose, mais c'est pas grave, j'assume. Et je voulais donner 2 exemples que je donne tout le temps, parce que je les trouve très emblématiques. C'est une personne dont je me suis occupée quand j'étais mandataire, qui refusait de bénéficier de la hache et qui préférait qu'on fasse des demandes de RSA parce qu'elle ne se vivait pas en situation de voilà. Alors on m'avait un peu bousculé en me disant ben ça c'est normal. Et moi, j'avais dit, non, je suis désolée, c'est un monsieur, il est libre de choisir, il a le droit à ses différentes prestations. Moi, j'ai pas à donner mon avis sur laquelle il paraît la plus bénéfique. On a parlé chiffres, ça c'est le montant d'une AH, ça c'est le montant d'un RSA. Il m'a dit, je veux le RSA, ok. Et la deuxième, c'était un monsieur dont je m'occupais aussi, qui préférait vivre dans une grotte que dans un logement autonome, avec un toit, 4 murs, une salle de bain. Là aussi, il a fallu se battre parce qu'il y avait la notion de décence, de dignité. Lui, il était bien dans cette grotte parce que ça lui permettait de diminuer ses hallucinations auditives. C'est là qu'il était bien. Il y a eu tout un parcours d'explication pour dire que son choix, il était éclairé, qu'il n'y avait aucune raison de le faire rentrer dans un dispositif vert et dans le logement. Ils avaient essayé. Et bien évidemment, il dormait pas dans le lit parce qu'il n'avait pas l'habitude. Il avait peur de sa machine à laver parce qu'elle bougeait. Et donc, il était évident que ce monsieur, il était mieux là. Voilà. Donc, c'est aussi la place du mandataire judiciaire que de pouvoir, à des moments, ne pas aller dans ce qui paraît rationnel et socialement acceptable et d'être aux côtés de la personne pour faire respecter. Voilà. Merci beaucoup, Aude. Merci beaucoup. On fera le temps de questions après votre présentation, comme ça vous pourrez poser des questions à la fois au groupe des petits papiers et à la fois à Aude. Je vous présente, je donne vos prénoms, ça vous va? Allez. On a qui deux? Panel, Sarah, Fanny, Giovanna et Aïcha qui vont nous présenter des éléments autour de la démarche des petits papiers. Alors, on va commencer par une première question qui est de savoir si vous pourriez nous expliquer l'origine du groupe, de l'origine de ce groupe des petits papiers. Est-ce que ce serait possible de nous décrire ça? Moi, je sais que tu peux le faire parce qu'on en a parlé déjà la dernière fois. Alors, je me tourne vers toi, Sarah, parce que tu peux commencer si ça te va. Et tu vois, donc on a fait ça maintenant. On va faire silence, Florian. On va vraiment, comme Sarah parle à une petite voix, on va essayer de vraiment être attentif pour bien t'entendre. Regarde, je me présente, je m'appelle Sarah et je suis dans le groupe des petits depuis 2015. Vas-y. Et, en fait, alors les petits papiers ont commencé comme ça. On a une même qui est là d'ailleurs, qui est partie travailler ailleurs, qui s'appelait Fulia, et c'était un école public, et on allait avoir pour différents papiers, et donc au fur et à mesure qu'on allait la voir, elle écrivait tout parce que, en fait, on prenait des papiers, remplir et tout, et puis comme on était en confiance avec elle, en fait,
on lui disait un peu le quotidien, ce que ça fait dans notre vie, les enfants, les maris, la vie quotidienne. Et du coup, elle marquait toujours un truc sur un post-it. À chaque fois qu'on venait chez elle, enfin, dans son bureau, elle marquait sur des post-it parce ce qu'il avait touché, qu'elle ressentait, tout ça. Et elle dit, je vais le mettre d'un côté, peut-être qu'un jour, j'en ferai quelque chose. Elle savait pas quoi, mais elle en ferait quelque chose. Et un jour, elle s'est dit, bah, je vais monter des papiers, plus tard, et les papiers casse-tête, donc nous. Et avant, on était plusieurs. Il y en a qui sont partis, qui sont revenus et tout. Et donc, cette dame nous a pris une psychologue qui travaillait avec elle. Donc, elles étaient deux. Et elles nous ont demandé si on voulait bien venir pour parler un peu des papiers, entre groupe et tout ça. Donc, on a formé un groupe. On a commencé à parler sur les papiers enfin, qu'on comprend pas tous, ceux qui sont étrangers, lettrés ou qui ne comprennent pas trop. Et qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de souffrance envers les usagers quand on recevait quelque chose, un arrêté ou enfin, un truc comme ça, on ne comprenait pas que c'était. Et il y avait aussi ceux qui sont de l'autre du bureau, les professionnels, qui eux aussi, bon, ils ont leur chef leur dit, il faut dire, faut dire ça, faut faire ça et tout. Sauf que eux, ils sont pas toujours d'accord, mais enfin, c'est la hiérarchie qui leur dit, voilà, c'est comme ça, et pas comment, et des fois, ben, ils peuvent pas être toujours humains comme ils le voudraient, et quelque part, il y a aussi une souffrance. On va revenir là-dessus après, Sarah. Justement sur. Bien sûr, Ouais. la personne de départ, c'est Fouzia, elle est écrivain public, c'est ça? Oui. Écrivain public, c'est. Ouais, ben justement, j'allais vous D'accord. relancer pour que vous puissiez peut-être en dire les unes ou les autres, plus sur cette fonction d'écrivain public qu'on trouve à Grenoble, parce qu'il y a des écrivaines publiques, il y a des écrivains publics dans les maisons des habitants, mais je pense que tout le monde connaît pas en fait ce métier-là, donc c'est super intéressant si vous pouviez nous le décrire. Je sais pas qui a envie d'en. J'ai l'impression que t'es au taquet, Fanny. Ouais, t'as vu, j'étais à la fête. Tu peux nous dire un peu enfin, ou Giovanna, ou Aïcha, ou Fradel, peu importe, mais vous expliquer un peu ce que c'est qu'un écrivain ou une écrivaine publique. Alors, une écrivaine publique, techniquement, c'est une personne qui aide à faire des démarches administratives, mais pas que, qui aide à formuler des courriers, à écrire des courriers, à faire notamment des démarches administratives parce qu'on est en plein dedans, demander des droits, faire des recours. Voilà, principalement. Je suis en train de chercher, mais principalement, voilà. Et puis, c'est aussi une oreille qui écoute et que, voilà, qu'on peut. Enfin, je prends l'exemple avec Fouzia. C'était une personne avec qui on pouvait parler facilement, qu'on allait pour un souci et que là, tout de suite, ah, mais attends. Là, tu es en train de faire ça, mais par contre, tu sais que tu as droit de ça derrière. Mais là, c'est pas normal, cette situation. Faut faire un recours si tu acceptes. Donc, en fait, c'était vraiment vraiment dans l'échange humain. Et c'est ce qu'il y avait avec Fouzia. Et voilà. Après, c'est vrai que le métier d'écrivaine publique est pas vraiment reconnu parce qu'il y a très peu de personnes qui sont au courant que ça existe, mais ça existe bien, la preuve, parce qu'aujourd'hui, on en est là grâce à une écrivaine publique. Ouais, parce que donc je veux pas, Fradel, je voulais que tu voulais réagir, tu voulais compléter des choses. Juste le porte-clés numérique sur les actualités. Et je veux pas falloir m'en dire plus parce que là, L'établissement des porte-clés numériques, c'est-à-dire que chaque individu maintenant a différentes institutions, à son numéro identifiant, donc elle aide à ça. Ok. etc. Donc là, peut-être juste pour préciser, parce que quand on vous entend décrire cette fonction d'écrivain public, on peut se dire que ça ressemble presque à une assistante sociale, mais en fait, c'est une personne que vous sollicitez, vous, en fait, qui est présente dans les maisons des habitants et vers laquelle vous pouvez aller quand vous en avez besoin. Ça se passe pas nécessairement que sur des rendez-vous, si j'ai bien compris. Il peut y avoir des rendez-vous avec elle, mais c'est aussi une personne qu'on peut aller toquer à son bureau si elle est disponible ou quelque chose comme ça, c'est ça? Puis après, ça n'a pas vraiment les mêmes fonctions que une assistante sociale, parce qu'elle peut il y a des choses qu'elle ne peut pas faire, mais elle peut
passer des coups de fil à la CAF, à la Sécu et à d'autres organismes et demander des documents en présence de la personne qui est dans son bureau. Donc, elle est vraiment là pour gérer les papiers administratifs, principalement. Alors, là, ce que nous disait Sarah, c'est que au départ, donc Fouzia, qui est à l'origine de ce groupe, elle vous reçoit dans ce cadre, dans le cadre de son activité d'écrivaine publique, elle vous voit, elle vous accompagne individuellement dans vos démarches, ou en tout cas, elle accompagne plein de gens dans des démarches, et elle voit qu'il y a des difficultés, des choses qui la touchent, qu'elle trouve pas normales, etc., qu'elle note sur ses petits papiers. Mais après, qu'est-ce qui fait, comment ça se passe en fait, comment vous rejoignez finalement les unes et les autres ce groupe-là, une fois qu'elle fait ça, qu'elle est dans cette initiative, est-ce que vous pourriez peut-être nous décrire, celles qui en ont envie, nous dire un peu comment vous avez rejoint cette aventure-là qui dure quand même depuis. Ouais, je vois Aïcha qui va prendre la parole. Je t'ai vu. Mais c'est un groupe qui existe depuis 10 ans, qui a commencé en 2015, c'est ça? Bah, vas-y, je te laisse la parole. Moi, je m'appelle Aïcha, je me présente. Moi, c'est par rapport de, je connaissais rien. Je travaille la maison, je travaille la maison, et je connaissais pas d'école. Le jour où il m'a trahi mon mari, alors je savais pas où partir. Je suis allée voir l'assistance sociale et elle m'avait dit, nous, on peut rien faire, on peut pas faire des trucs et tout. C'est juste aller voir l'écrivain public. Je lui demandais c'est qui, et voilà. Alors elle m'a demandé et c'était juste à côté de chez moi. Mhm. Alors je suis allée, elle m'a vraiment bien reçue et j'ai raconté toute mon histoire. Déjà elle est là-bas, Popinette. C'est moi. Ah, C'est mignon. Et j'ai raconté tout et elle commençait à me faire calmer, parce que j'étais déprimée, je savais pas. Et de ce moment-là, elle commençait à me faire, et elle m'a dit, dès que tu reçois un courrier, tu viens. Ouvre pas ta boîte. Elle m'a dit, n'ouvre pas ta boîte le vendredi parce que tout est fermé. Alors, commençait comme ça, et elle nous écrivait des courriers, elle nous disait, il faut y aller là, il faut aller là, et je commençais à voir un peu clair. Et d'ici là, je suis restée avec elle. Et après, elle marquait en derrière il y a les post-it là, elle marque dans les petits papiers comme ça, ce que nous faisait mal. Et on comprenait pas qu'est-ce que ça veut dire et tout. Et elle a laissé de côté, et elle a dit un jour, on va trouver ça, on va faire quelque chose avec ça. ouais. Et c'est là qu'on est rentré. Elle nous a fait un groupe. Et après, on a allé une fois par semaine. On se rencontrait. Et petit à petit, alors on commençait à avoir confiance. Et on a fait un groupe. Et ce groupe-là, on l'a appelé, une fois on l'appelle comme ça, une fois comme ça, mais les petits papiers casse-tête. Ouais. Ils nous rendent malades avec leur courrier. Alors on l'a appelé les petits papiers. On est resté comme ça jusqu'à que. Après, il y avait c'est là où je me suis trouvée avec le groupe Petits Papiers. Ok. Voilà. Merci Aïcha. Johanna, Ouais. tu veux dire un mot aussi? Oui. Ouais. Alors moi, j'ai entré dans les petits papiers. J'étais voir Fouzia et Satma, l'écrivain public, pour me faire des papiers, tout ça. Et un jour, bon, j'étais pas bien dans ma peau, j'étais stressée, j'étais énervée, le stress, c'était énorme. Il me faisait les papiers, bon, les papiers c'était fini, je suis rentrée à la maison. Et un jour, il m'appelle, il me dit, écoute, Giovanna, il y en a le groupe de petits papiers, si vous voulez, essayez de venir pour voir comment ça se passe. Je dis, bah oui, on va essayer. La première fois quand j'ai été, tout le monde criait, tout le monde s'énervait pour rien du tout. Oh là là, je dis, c'est pas possible. La deuxième fois, pareil. Je dis, bon, je vais essayer la troisième fois.
Et ça continue. Et dans ma tête, j'ai dit, mais pourquoi je vais partir par rapport à les autres? Je vais essayer un petit peu plus longtemps. Eh bien, un petit peu plus longtemps, j'ai resté jusqu'à maintenant. Et ça tombait quand on avait fait Pièce de théâtre. Le théâtre. les théâtres. Ouais, le théâtre. Et là, ça m'a tout sorti de moi-même, de faire le théâtre. Je me sentais bien, je me sentais plus concentrée. Et le surtout que je faisais le théâtre par rapport à Aïcha, et c'est toute Aïcha qu'elle avait pris dans la tête. Tout ce que je sentais, je le redonnais à Aïcha. Vous allez nous raconter un peu plus après, justement, ce que vous avez fait, etc., pour qu'on comprenne bien ce qui s'est fait dans cette pièce de théâtre. Volontairement, Franel, je te demande pas de répondre maintenant parce qu'on en parlera après de comment tu as rejoint le groupe, mais peut-être un mot rapide pour de la part de Fanny et de Sarah sur votre arrivée dans le groupe. Alors moi, rien à voir avec les papiers, là, pour le coup. Strictement rien à voir. Moi, je sors du lot totalement. Alors, en fait, en 2022, j'ai eu une rupture amoureuse qui m'a fortement atteint, où j'ai fait des trucs impensables pour des gens normaux, entre guillemets. Il n'y a pas de normaux. Oui, oui, non mais... Et donc, je suis allée très loin, j'ai fait des tentatives de suicide, j'étais en dépression, j'ai été hospitalisée. À l'hôpital, ils m'ont dit de sortir de l'hôpital à condition d'être en résidence constante et sous l'œil avisé de mes parents. Donc, être à 29 ans, retourner chez papa, maman, pas facile, avec des enfants, pas facile. Donc, j'étais shootée de médicaments, hein, voilà. Et un jour, ma mère Giovanna, voilà, m'a dit, écoute, voilà, il y a un coup, viens, ça te fera sortir, parce que je ne sortais plus du tout. Je me levais, je prenais mes cachets, je mangeais, je dormais. Je faisais ça toute la journée. Et du coup, je suis sortie, je suis allée. Une fois, j'étais un vrai zombie, hein, debout, je savais pas ce qui se passait autour de moi. Deuxième fois, troisième fois. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai commencé à me libérer totalement. J'ai dit, mais allez, vas-y, il faut combattre cette dépression. J'ai combattu cette dépression et je suis devenue le petit clown du groupe et la petite touche de jeune, parce que je suis la plus jeune du groupe, du coup. Et du coup, ça fait aujourd'hui 4 ans que j'ai atterri dans le groupe. Mais voilà, après la venue dans le groupe, ça a été quelques semaines juste après l'arrivée de ma mère. Donc ça a été vraiment très rapide. Donc du coup, voilà. Merci Fanny. Sarah, tu veux dire un mot rapide? Oui, alors moi, c'est plus simple que ça, en fait, donc, comme je faisais que j'aimais bien et tout, et que ça se passait bien, un jour, elle m'a demandé, elle m'a téléphoné pour savoir si je voulais faire partie d'un groupe qui s'appelait le Petit Côté, et puis qu'on peut s'en parler. Et comme, en fait, je suis quelqu'un qui reste bien chez moi, qui aime pas trop aller voir les gens, parce que, enfin, c'est une sorte de timidité, de peur et tout ça. Là, là, je vous dis, je suis encore une fois de vous parler de votre monde, parce que là, je suis au bout de ma vie. Au top. C'est au top, ça. Et du coup, donc, comme apprendre à connaître des personnes qui sont dans mon quartier, je me suis dit, pourquoi pas. Et je suis venue pour ça. Et pour le petit papier aussi, puis en fait, ça m'a plu, donc je suis restée. Puis je suis très contente d'être avec toute ma petite famille, là. C'est cool. Merci à vous pour ces éléments. Moi, j'aimerais savoir maintenant si vous pouvez nous raconter, en fait, passe quoi dans ce groupe? Ok, vous vous réunissez, vous invite à venir vous réunir, mais en fait, qu'est-ce qui s'y passe? Et c'est quoi les objectifs de ce groupe-là? Donc, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu ça? Elle ramené le premier temps la psychologue déjà dans le groupe. Ouais. Et elle ramenait quelqu'un qui nous fait du sport. On n'était pas bien, on était vraiment. Mais l'activité, c'est un outil. Voilà, voilà. Et, elle faisait tout pour nous faire bien. Ouais. Et c'est là qu'on a commencé à être, c'était comme notre deuxième maison. Ah, moi, je la considère comme ça. Quand je vais, ça change, je vais. Même s'il n'y a rien, j'y vais.
Ouais. Mais là, on a fait beaucoup de choses, mais là, c'est moins. Donc au Ah. départ, le groupe, c'est pas nécessairement. On est un groupe resté, Ouais. un groupe, Ouais. mais on y va, on se Ouais. voit, mais Mais au départ, c'était pas forcément pour. Enfin, là, on voit qu'il y a l'expo, vous allez nous en parler tout à l'heure, mais au départ, l'idée, c'est pas nécessairement de se dire on va parler que des papiers. L'idée, c'est de se regrouper pour se faire du bien. du bien. C'est ça au départ. Elle a commencé à faire un théâtre aussi. Elle a retiré tous les papiers que elle nous dit si vous êtes d'accord. Ben, on nous dit. Alors, elle demande à tous les écrivains, je crois, les gens qui font les. Et elle était d'accord, ben, on faisait le théâtre. On s'amusait le premier temps. Et après, on est des stars maintenant. Est-ce que vous pouvez compléter aussi sur, parce qu'on en a parlé quand on a préparé ensemble l'échange, mais justement comment vous avez mis au travail ces situations que Frigal avait notées sur les post-it, comment vous les avez partagées aussi ensemble, comment ça a été un support de discussion, même si elle gardait l'anonymat, vous m'avez dit qu'il y avait cette question du secret professionnel, mais comment elle arrivait avec ces situations qui, elle, l'avaient marquée, qui parfois vous concernaient, et qui vous servaient à échanger, à dire des choses sur comment vous auriez fait, comment vous auriez réagi, etc. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ça? Alors, Comme vous voulez. Allez, moi, quand j'étais là depuis 2015, Fanny a rejoint le groupe plus tard de quelques mois, mais c'est-à-dire qu'on a vu. Moi, j'étais là depuis le début. Donc, en fait, j'ai vu, elle était beaucoup de personnes. Et puis, en fait, comment ça me dire qu'elle avait fait, donc elle avait marqué des petits, elle nous a publié les petits Pologne. Je suis désolé. Et en fait, donc, elle nous a dit pourquoi on était là, parce qu'on ne savait pas vraiment où on mettait les pieds, en fait. Ouais. Elle nous a dit, voilà, vous avez tous le même problème, les papiers qui n'influent pas, enfin, voilà, et on a vu tous quelque chose qui nous arrêtait, qu'on ne pouvait pas aller faire des démarches, en fait. Alors, il y avait la maladie, il y avait qui avait personne chez lui, enfin, monsieur qui n'est pas là, enfin, différents critères. Et donc, on a commencé à parler, à dire nos problèmes. Elle était là, la psychologue, des fois, a donné son avis, nous aider. Oui. Et puis, bon, ben, comme ça engendré. Et puis après, on parlait un peu de tout, des petits papiers aussi, mais un peu de notre vie, tu sais, ça nous faisait du bien. Et puis, on a continué comme ça. Et après, ben, c'est là que ça a pris de l'ampleur. Il y a des gens qui voulaient nous voir. Déjà, il y a un comédien, enfin, on a écrit sur une feuille ce qu'on disait. On a réduit bien parce qu'il y avait des pages et des pages. Et là, maintenant, je suis à Océane, à côté de Je vous montrerai l'expo après. Hein. Et du coup, ben, il y a des trucs qui étaient, enfin, un monsieur, un comédien qui est venu, qui a joué une pièce un peu rigolote sur nous. Et puis, avec les tours, on a monté, et puis, Okay. et du coup, ben, on se les connaît depuis longtemps. Je t'interromps, Sarah. C'est juste parce que là, tu précèdes presque ma question d'après. Là, c'est vraiment sur le fonctionnement du groupe, mais après, l'idée, c'est vraiment de se dire comment ça se passait et un peu quels étaient les objectifs au départ. Donc, on voit que les choses, elles ont évolué aussi au fil du temps, mais je voulais compléter, Fanny, par rapport à ça. Ouais, en fait, le groupe, il a été créé, donc, comme vous l'avez compris, dû à l'écrivain public et des post-it. Et en fait, de base, le groupe a été créé pour dénoncer la violence administrative. Donc, le fait que des fois, on reçoit des courriers en tant qu'usager et que c'est marqué sanction ou radié, et ça peut provoquer chez certaines personnes un douloureux souvenir du passé. Et en fait, de base, le groupe a été constitué justement pour... C'est pas moi. Ça va? Donc, du coup, donc ça a été créé justement pour dénoncer les violences administratives. Et en fait, petit à petit, l'écrivain public nous a exposé des choses qu'elle vivait dans son bureau anonymement. Donc, on ne savait pas ni le nom, ni le prénom, ni l'âge de la personne. Et elle nous disait, ben voilà, écoutez, enfin, moi, j'étais pas encore là, mais j'ai beaucoup parlé, c'est moi qui faisais la petite intro de la pièce de théâtre. Voilà, de la pièce de théâtre.
Et donc, du coup, en fait, elle a mis des soucis sur la table et elle demandé au groupe comment comment vous aurez réagi, comment vous aurez fait pour changer tout ça. Donc, en fait, on a pris autant la place de l'usager que du professionnel. Et du coup, personnellement, en tant que usager et ancien professionnel, je savais déjà les deux parties, mais pour certaines personnes, du coup, ben, en fait, on est usager, on veut faire valoir nos droits, mais en face, il y a un professionnel avec une hiérarchie, etc. Et du coup, ben, en fait, on détournait des situations réelles et on en faisait de l'autodérision. Donc, en fait, il y a eu des pièces de théâtre, il y a eu des représentations, il y a eu des représentations où on voyait un professionnel zen et qui répondait bien avec oui, c'était moi. Ah, Pour ça. Et, avec une queue à la cave qui s'allongeait, essayer de trouver un compromis du coup avec l'usager pour répondre le plus juste et le plus zen possible. Il y a eu une autre scène où on voit quelqu'un, encore moi, dans la file qui se met à ramper par terre pour remonter la file, pour passer devant tout le monde. Donc, on a vraiment... ça devait être super discret. Très discret. Très. Surtout quand je me suis mis à quatre pattes. Très discret. Et du coup, en fait, on a détourné ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on faisait passer un message et que les personnes qui nous regardaient en riaient de la situation. Et petit à petit, les scènes de théâtre, le théâtre a pris ce rythme-là. Et puis après, lors de nos représentations, ça a été vraiment nos témoignages personnels. Enfin, les témoignages personnels, pas moi. Mais voilà. Merci. Et moi, quand on a pris le temps d'échange pour préparer votre présentation, j'avais noté un peu des points dans les objectifs que vous m'aviez formulés à ce moment-là. Vous disiez que, donc, il y a ce que tu disais, hein, faire bouger les administrations. Il y avait aussi cette question d'essayer de transformer cette manière de nommer parfois les courriers, de faire bouger les choses pour les réécrire, pour pas se prendre des mots qui peuvent agresser et, comme tu le disais, rappeler des souvenirs douloureux. Il y avait aussi vous m'aviez évoqué le fait de rappeler aux usagers qu'ils ont des droits et qu'il y a des moments qui sont légitimes de demander leurs droits, et que ça, c'était aussi des éléments. Et aussi, il y avait cette question du tact des professionnels, de sensibiliser les professionnels pour pas qu'ils vous prennent de haut, qu'ils soient qu'ils aient plus de tact et d'attention vis-à-vis de vous dans les interactions que vous pouviez avoir avec eux. C'est aussi ça l'enjeu, je crois, des scènes que vous mettez, que vous avez à la fois joué d'abord pour vous, puis après pour d'autres dans le cadre de la pièce de théâtre, c'est bien ça? Giovanna, peut-être, ou Aïcha, si vous avez des choses à dire sur cette question des relations professionnelles? Ou pas? Moi, je peux parler de la sécurité sociale. Ouais. L'écrivain public, j'étais faire mes papiers à l'écrivain public et m'a dit, écoute, Giovanna, j'ai besoin de ce papier. Vous allez à la sécurité sociale et vous me l'amenez, comme ça, on finit de faire les papiers. J'ai dit d'accord. Le lendemain, j'ai fait... Comment? Avec la sécu, ça a mis 6 mois? Non. C'était vite. Oh bon, le lendemain matin, j'étais à la sécurité sociale. J'avais une queue, bon, j'ai attendu la queue. Et comme j'ai la carte prioritaire, j'ai passé devant tout le monde. Et c'est arrivé mon tour, il y a le monsieur pour me chercher. Madame, c'est pourquoi? J'ai dit, voilà, j'ai besoin de ce papier. Vous avez le code pour rentrer? J'ai dit, ben non, je n'ai pas. Bon, attendez, je vais le chercher. Il va le chercher, il revient, il me donne le code, il me dit, bon, vous allez sur l'Internet. J'ai dit, écoutez, monsieur, la première chose, je ne sais pas écrire. La deuxième chose, je ne sais pas lire. Et la troisième chose en plus, je ne peux pas y aller sur l'Internet. Vous voulez comment que je fasse? Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu, le monsieur? Écoutez, madame, aujourd'hui, on est là, demain, on n'est plus là, vous débrouillez. Ah, j'ai dit, c'est ça. Elle me dit, de toute façon, il y en a une autre écrivain public à Villeneuve, là, pour aller sur l'Internet. J'ai dit, comment vous voulez que je fasse? Je ne sais pas écrire, je ne sais pas lire, et il faut que j'aille sur l'Internet, mais vous foutez de ma gueule. Excusez-moi de le mot. Et tellement que ça m'a énervé, j'ai dit, allez, merci, au revoir, et j'ai parti.
Et les papiers ne me le sont pas donnés. Et voilà. Rassurez-vous, la sécurité sociale est ma grande copine en ce moment. Ça, Merci. Moi, c'est la CAF. Merci pour. En même temps, on a un peu la pièce de théâtre en direct. Alors, moi, il y avait aussi un élément, Fernel, je voulais bien t'entendre parler parce que, donc, vous allez nous, bref, je reprends mes mots. Vous avez commencé à nous parler de cette pièce de théâtre pour partager ces situations-là, etc. Et ce que je trouvais intéressant, ce que vous nous avez raconté, que vous êtes arrivé à différents moments, en fait, dans le groupe des petits papiers. Et toi, Franel, tu as rejoint le groupe justement parce que c'est la pièce de théâtre. En la voyant, cette pièce de théâtre, ça t'a donné envie de rejoindre les autres. Donc, au-delà de passer des messages. J'étais invitée en fait. Ouais. J'ai trouvé ça tellement bien. Donc je suis allée voir Fouzia et puis les acteurs du moment et ils m'ont dit bah, si ça vous intéresse, venez nous voir, venez. On a réunion tous les lundis. Je suis allée, donc c'est un groupe très 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 joyeux déjà le lundi. Là ça a changé, c'est mercredi, je peux pas. Et comment dire, et moi je traversais moi-même autre chose qui est liée et à la fois administrativement et juridiquement. Donc et j'ai remplacé dans un premier temps tous ceux et celles qui ne pouvaient pas venir, puisqu'on a fait à peu près 4 ou 5 interventions pendant 6 mois. Et comment dire, en les remplaçant, moi-même j'étais à la découverte de ce qui était vécu par autrui. Donc déjà, première chose qui était méconnue pour moi. Par la suite, on m'a demandé 6 mois après de parler de ce qui m'est arrivé. Donc j'ai toujours la poutre sur les 6 premiers mois d'une démarche qui a duré 3 ans, c'est pas fini encore, qui est cinglante et imméritée, parce qu'on parle d'attention des professionnels. Mais il s'avère qu'actuellement, il y a des inattentions, il n'y a pas de médiation entre les blocs administratifs, et c'est nous c'est notre dossier, on comprend plein un petit peu. Donc c'était aussi ça. Mais rejoindre le groupe, c'était pour défendre les droits, tout simplement. Ouais. C'est une autre façon de défendre les droits. Ok. Ouais, Juste, bien sûr. moi, je trouve édifiant en fait, votre témoignage, parce que ça veut dire qu'on perd le sens. La personne qui est employée vous laisse repartir sans papier. Ça veut dire qu'on ne se pose même pas la question de se dire, dans mon exercice professionnel, je suis pas bon là. Je veux dire, clairement, on aurait dû être à vos côtés pour faire un match. Vous devez pouvoir accéder à ça. Donc, on perd le sens de pourquoi on est là. Je veux dire, la Sécu, c'est pas que des chiffres, c'est pas que des papiers. Et je pense que c'est pour ça que je disais que c'est hyper important de jamais perdre de vue pourquoi on fait les choses, avant même de dire comment on les fait. Je suis sidérée en fait, parce que vous venez, vous attendez des minutes, des heures, et vous repartez sans rien. C'est juste proprement impensable. Et donc, déjà au plan professionnel, mais au plan même strictement humain, ça coûte rien finalement de donner un coup de main. Donc c'est enfin voilà, moi je suis sidérée à 2 points de vue. Et je pense que un des premiers jalons, et c'est pour ça que ce que vous dites, je trouve que c'est très fort, c'est, vous parlez d'inattention, mais je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a une notion très bureaucratique, administrative, on segmente, on éloigne les gens. La personne concrète, elle n'existe plus, c'est un dossier, et même dans mon métier, c'est vite fait de voir des chiffres, etc. Et voilà, de se rappeler le cœur même du sujet. Voilà. Et moi, j'ai un propos à donner. Ça fait 20 minutes que tu parles, on peut parler quand même. J'ai préparé juste les questions. Ouais, mais là, dans le débat, en fait, je me dis qu'il y a un truc qui peut être bien. C'est que votre pièce de théâtre, en fait, c'est bizarre à dire comme ça, mais il faudrait la vendre auprès des théâtres pour aller parler au grand public de la violence administrative, des, et dire que même une ancienne assistante sociale, dont je sais plus, Écrivain public. écrivaine publique, peut avoir besoin un jour d'un de ses pairs pour repartir dans la vie. Donc, se dire que la fatalité de la vie n'empêche personne d'avoir besoin. Et je pense qu'aujourd'hui, vous êtes l'exemple concret que avant, il y avait un désert entre vous et les établissements de protection. Et qu'en fait, aujourd'hui, des personnes vulnérables et les services administratifs ou les services mandataires, ils peuvent avoir des passerelles et vous pourriez être des pères aidants pour ces gens-là parce que vos propos feraient moins peur venant de vos voix que venant de la voix des professionnels. Et je pense, en plus, on en a parlé tout à l'heure en aparté avec madame, sans savoir que vous alliez parler de ça. En fait, tu fais la transition parce que j'allais vous dire qu'il y a plein de concrétisations que vous avez faites. Donc, vous allez nous présenter tout à l'heure l'expo parce qu'en fait,
ça rejoint ce que dit Aude sur la question du témoignage. Votre témoignage, il sert à plein de choses. Il sert à rendre visibles ces situations qui sont pas acceptables, et que vous estimez pas acceptables et que vous partagez. Il y a ce que vous nous avez expliqué sur le fait de jouer les deux rôles, c'est-à-dire d'essayer de voir ce qui pourrait se passer différemment de votre côté, mais aussi du côté de la personne du professionnel ou de la professionnelle qui vous accueille. Et donc, de ce point de vue-là, vous avez à la fois donc la pièce de théâtre dont vous avez parlé, l'exposition qui est là, et aussi, pour rejoindre peut-être cette logique de partager à d'autres, il y a peut-être dire un mot, si vous êtes d'accord, du livre vous êtes en train de faire, et qui va bientôt sortir, et qui retrace aussi les 10 ans de l'histoire du groupe. Le livre, bientôt, il va sortir. Ouais. Donc ça, donc vous avez l'expo. Bon, on en parle. En fait, l'expo, vous allez nous la présenter. Ça sera peut-être plus simple tout à l'heure. Donc, on a pris un peu plus de temps pour que vous ayez aussi l'espace de faire ça. Puis en plus, comme derrière, on a le temps pour l'exposition, ça reprend une continuité. Est-ce qu'il y a des éléments que vous voulez rajouter sur, finalement, les concrétisations que vous avez faites dans ce groupe, ou sur la pièce de théâtre, si vous voulez en dire un mot de plus, ou sur cette exposition avant de nous la présenter plus en détail tout à l'heure, ou nous on continue les questions avec la salle. Ouais, très bien. Toujours par rapport à Fouzilia. Ouais. La première chose, quand elle ouvrait le spectacle, elle demande à tout le monde, donc tous, on est actuellement, qui c'est qui ouvre son courrier tout, au moment où il le reçoit, tout de suite. Ouais. Ou qui ne le reçoit pas, ou qui le met de côté. Donc, tous à le mettre plus ou moins de côté. Qui c'est qui le traite dans les jours, voire les mois suivants. On est tous, à un moment donné, sur une thématique à côté. Donc, ça touche tout le monde. On est tout une entrée en matière, qu'on soit professionnel ou non, et tout le monde y passe. Moi, j'aurais une remarque à vous faire. Je pense que ce que vous faites aujourd'hui, pardon, il faudrait aller plus loin, faire entrer dans votre association, par exemple, un assistant social, un CESS ou un moniteur éducateur, pour que vous montiez une structure où on mixe des bénévoles et des professionnels à SAMSA pour le suivi administratif. Je sais pas si ça peut s'appeler comme ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que ce que vous faites, vous pouvez montrer à tout le monde que même quand on a de l'âge, on peut dire à la sécu, vous nous emmerdez. C'est une force d'avoir de l'âge. Mais rassurez-vous, moi-même, à 35 ans, des fois, avec l'informatique, j'ai envie de le prendre et de le balancer par la tête. Il a fini. Donc, voilà, c'est. On a pris un coup. Ouais, comme moi, j'en prends régulièrement, mais ça fait plaisir. Mais je pense qu'aujourd'hui, votre petit collectif, c'est une super force et je pense qu'il faut vous faire reconnaître auprès de l'ARS ou même être, par exemple, dans les PTSM, dans les contrats locaux de santé mentale, dans les plans territoriaux de santé mentale, dans tout ce qui est les CPTS, pour démontrer qu'aujourd'hui, il y a des fois certains professionnels qui sont plus mauvais que nous, citoyens, qui montons en compétence grâce au claque qu'on se prend dans la gueule tous les jours pour répondre à nos besoins administratifs. Je pense que ma Mathilde est d'accord avec moi, même si je suis violent dans mon propos. Vas-y. Mais Et après, il y a Benoît qui a pris la parole, mais vas-y, tu voulais réagir. Répondons, monsieur. En fait, quand on a fait on a fait du théâtre, en fait, on était à la mairie la première fois. Après, on a eu le CCAS, on est allé à Lyon, enfin, on a fait plein de trucs. Et on a demandé, on a vu Actis face à nous. Actis, faut préciser parce que tout le monde n'est pas de Grenoble, c'est un bailleur social. Bailleur social. Et que eux qui se sont montrés. On a demandé à la sécurité sociale, à quelqu'un qui est de parole, enfin, qui va venir parler à tout le monde, à plein d'administrations. Il y en a aucun qui est venu nous recevoir. Et que Actis qui est venu, il faut ici. C'est tout. Les autres, ils sont pas venus. Et on aurait bien voulu. Moi, justement, j'avais fait un texte et justement, à la fin, il fallait dire ce qu'on pensait. Et moi, j'avais bien voulu qu'ils soient là pour entendre ce que j'allais dire, pour qu'ils comprennent, qu'ils se rendent compte, en fait, de ce qu'ils font subir, en fait. Et, il n'est pas. Personne ne se parle. Ils ont tous refusé. Et voilà. Alors, il y avait une demande de prise de parole de Benoît. Si ça vous va, on ouvre l'échange généralement. Vous êtes OK? Le gestionnaire du temps m'a dit de faire attention. En fait, on peut déborder parce que derrière, on a le temps d'exposition. Donc, on peut. Ah, OK. Voilà. On a le temps de visite de l'expo. Benoît, je t'en prie. Merci, je suis impressionné comment vous pointez combien le droit, les papiers, c'est au cœur de notre vie, quoi. C'est au cœur de ce qui compte pour nous, de la souffrance, du relationnel.
Waouh. Euh, c'est, ça marque comment l'écrivain public est un vecteur pour, comment dire, accompagner la violence du droit, accompagner la violence de l'administration. Et j'ai envie d'essayer de faire un petit lien entre écrivain public et mandataire, mandataire judiciaire. Euh, est-ce que est-ce que l'activité de l'écrivain public ressemble à l'activité de mandataire? J'ai envie de poser la question à Aude, mais aussi bien sûr à vous tous. Euh, est-ce que cette pratique finalement de formalisation, hein, de passage à l'écrit, d'adoucir le passage à l'écrit dans nos vies, je l'entends comme ça, adoucir ce que l'écrit fait dans nos vies. Est-ce que voilà, est-ce que ce petit lien entre écrivain public et mandataire judiciaire, ça vous parle? Et vous pouvez lui dire que vous avez rien compris parce que des fois, il parle, c'est très complexe. J'ai rien compris. Non, Parce que, excusez-moi, non, allez-y. Moi, je vous ai dit que c'est pas vraiment le même, enfin, ça ne se comprend pas vraiment, en fait. En fait, c'est plutôt l'écrit avec nous, elle a confiance, elle nous dit ce qu'il faut faire, tout ça. Je vous dis que c'est plutôt quelqu'un, enfin, moi, je pense, c'est plutôt quelqu'un qui va nous donner, à qui on va parler, qu'on va se confier pour autre chose, sur l'éthique ou tout ça. Alors que là, c'est plutôt, comment dire, c'est, c'est des papiers, mais c'est des papiers de tous les jours. Alors que je vous dis que ça monte beaucoup comme un flou, en fait. Mais Je c'est voulais- un peu ce que je voulais dire. c'est un peu marqué. Non, non. Vas-y, Vous voulez parler? Allez-y. Non, alors en fait, vous soutenez des gens dans une démarche qui est volontaire. C'est-à-dire que vous avez chacune pris, parce qu'on vous a guidé ou parce que vous avez vous-même trouvé ces papiers, vous y êtes allé. Mais moi, je pense que nous, en tant que mandataire judiciaire, alors ce qui nous rassemble, c'est l'administratif. C'est cette violence-là, c'est cette rigueur du délai, c'est qu'il ne faut pas dépasser de la case, c'est qu'il faut mettre tous les bons formulaires, sinon ils vous reviennent, il faut reposer la demande. Nous, la violence, entre guillemets, on la vit pas directement parce que c'est pas nos droits qui sont impactés, mais déjà, on peut aussi être déçu de voir qu'une démarche n'aboutit pas, ou de voir que quelqu'un à qui on a dit, mais si vous avez le droit d'aller chercher votre papier, il revient nous voir et il nous dit, bah non, je n'ai pas réussi à l'obtenir. Et je pense que là où on peut se rejoindre, c'est que nous, on peut faire à la place des gens. C'est super simple. De dire, bah, je vais demander l'attestation, je vais faire partir la déclaration, c'est tellement plus simple. Et on peut faire appel à vous. C'est pour ça que moi, je vois le lien pour que les gens dont on suit puissent aller vous voir pour faire la démarche aussi, sans même avoir besoin du curateur, voire du tuteur. Alors, oui, il y a quelque chose, du coup, d'une chose de similarité par ce passage, c'est ce que tu dis, Benoît, à l'écrit, la compréhension de ce qu'on me demande, où sont les cases à cocher, quelles sont les formules, enfin, quelles sont les pièces à obtenir, où est-ce que je vais les obtenir. Bref, on fait la démarche à deux, parce qu'on se doute bien que pour tout à chacun, franchement, les démarches deviennent de plus en plus compliquées. Donc, c'est pas réservé à une catégorie de personnes. On est tous confrontés à ça. Et donc, moi, le lien, je le vois là. C'est évidemment, nous, on contraint, il y a une contrainte juridique, donc on peut faire à leur place. On peut tout seul dire aux gens, ben voilà. Mais je trouve que justement, pour se mettre un peu de côté, on peut aussi, et du coup, moi, je vais prendre vos coordonnées, on peut aussi faire appel à vous pour dire aux personnes dont on s'occupe, vous pouvez aller les voir, ils pourront vous aider dans la démarche. Il n'y a même pas besoin du mandataire judiciaire pour le faire. On s'y en courant, évidemment, parce que nous, on gère quand même l'administratif. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu. Et moi, j'aurais même un propos à dire pour faire un système passage. C'est que dans mon cas, tout le monde me dit, tu pourrais être autonome. Moi, je leur réponds, oui, mais je suis dyslexique, donc là, vous parlez devant 50 personnes, ça me pose pas de problème. Mais depuis quelques mois, grâce à une collaboratrice, je m'accepte de nouveau à écrire des mails parce que j'ai un petit logo qui me dit, j'emmerde les gens, ils comprennent que j'ai des problèmes. Et en fait, la curatrice, elle m'aide aussi à être canalisée parce qu'on sait que quand on a des troubles du neurodéveloppement, nos amours et nos emmerdes, ça fait pas bonne paire. Donc, voilà, les emmerdes et les amours, c'est ce que j'ai avec l'administratif. Je les aime, mais en même temps, c'est mes emmerdes.
Donc, j'aime bien les faire gérer à d'autres, mais on gère ensemble. Parce que quand j'ai un besoin, je dis, est-ce que vous avez fait le papier? Est-ce que je le fais? Non, c'est bon, je l'ai fait. Après, je pense qu'on parle souvent aussi des problèmes d'abonnement, de vente abusive, etc., qui peut avoir aussi face aux majeurs protégés ou les questions de problèmes, on peut pas vous vendre un abonnement. Je pense que là, c'est plutôt du côté des professionnels, nous, des structures comme les nôtres, peut-être aller voir les fédérations des vendeurs de téléphone, les fédérations tout ça, pour leur dire la loi, elle est comme ça, vous n'avez pas le droit de dire non, ou dire même à la caisse nationale de la CPAM, vous n'avez pas le droit de répondre, il faut former vos personnels. En fait, c'est peut-être aussi à nous d'avoir un métier de lobbyiste presque. Bah, nous, en tout cas, le message que je passe, je sais pas si vous avez déjà fait des actions, mais moi, je dis qu'on n'hésite pas à saisir le défenseur des droits. On l'a fait concernant tout ça. Il y a Fanny, non, il y a Fanny qui veut prendre la parole depuis tout à l'heure. Alors, du coup, je vous rejoins. Ouais, il était trop. Je vous rejoins totalement parce que je suis dyslexique aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai souri bêtement parce que je comprends tout à fait votre position. Et c'est un handicap au quotidien. Au quotidien, parce que ma fille aussi est dyslexique. Et en fait, en étant jeune. Moi, j'ai les fautes d'orthographe, vous les voyez pas. Ça va, j'ai le correcteur d'orthographe sur mon téléphone, donc ça va. Mais on m'a toujours dit en étant petite, t'es dyslexique, t'arriveras à rien dans ta vie. Aujourd'hui, j'ai 33 ans, j'ai 5 diplômes. Ma fille est dyslexique et son professeur lui a dit, un de ses professeurs, tu ne pourras pas faire cuisine parce que t'es dyslexique. Non, je suis pas d'accord. Et donc du coup voilà, c'était la petite parenthèse. C'est pas parce qu'on est dyslexique qu'on peut pas faire les choses. Parce que j'arrive très bien à les faire avec un peu plus de difficulté que d'autres personnes, mais je peux les faire très bien. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et du coup, par contre, je voudrais rebondir sur vous. Après, ça dépend la mesure qu'il y a. Si c'est une classique ou une renforcée. Parce que du coup, la renforcée, dites-moi si je me trompe ou pas, vous pouvez un peu prendre la place d'une écrivain public. Oui, alors oui. En étant renforcé. Mais complètement. Mais c'est pour ça que je dis, c'est vrai qu'on peut faire seul avec la personne. C'est clair. Et elle fait quand même la démarche. Mais je vais même encore plus loin. Je me dis que sur tous les actes où il n'y a pas besoin de la signature du curateur, elle pourrait très bien nous dire, bah, moi, je suis allée voir l'écrivain public pour faire cette démarche. Et je vous informe que j'ai fait ma demande à H, etc. Et je me dis que ça va dans le bon sens, parce que l'objectif d'une maison de protection, c'est qu'elle disparaisse un jour. Et moi, ce que je souhaite, c'est que les personnes, elles puissent avoir autour d'elles l'étayage suffisant pour faire sans nous. Donc, je trouve que c'est bien de pouvoir se dire, bah, j'ai aussi d'autres relais. C'est pas que moi, je veux pas faire ça, hein. C'est que je me dis que pour après, s'il y a encore besoin de faire des démarches avec quelqu'un, bah, c'est bien que la personne, elle sache qu'elle a cette ressource-là. Mais sinon, vous avez raison. Normalement, on peut s'en charger. Il y a Antoine qui a levé la main. Vas-y, en fait. Je voulais revenir sur la question sur le lien ou le parallèle qu'on peut faire entre le métier de mandataire et puis d'écrivain public. En fait, vous avez évoqué vous, la question du temps, donc c'était quand même une dimension qui était assez centrale dans ces métiers de mandataire musicien. Mais pour le coup, on entend quand même dans le rôle de l'écrivain public qui a lancé la démarche, quand même, il y a quand même quelque chose lié à un temps, une capacité de dégager à la fois du temps pour faire de l'action collective, puisqu'en fait, on voit bien accompagner la dynamique du groupe, noter tous ces petits papiers, en faire quelque chose aussi pour dépasser peut-être une forme d'épuisement professionnel, à dire, en fait, on écope la mer à la petite cuillère, on entend des situations qui sont récurrentes, sur lesquelles on n'a pas de prise, etc. Donc, il y a eu ce temps-là possible pour dégager, pour faire de l'action collective, sortir un peu du face à face avec la personne. Et puis, la question aussi du temps pour, en fait, ce qu'a été, quelqu'un l'a dit du petit groupe, à un moment, je crois que c'était vous, Giovanna, disait, bah, en fait, à un moment donné, l'écrivaine publique, elle s'est dit, mais en fait, tu as aussi d'autres droits, et prendre ce temps de regarder la personne dans sa globalité. Et je me suis demandé jusqu'à quel point, finalement, sur ces deux dimensions, à la fois l'action collective et puis la capacité de, en fait, faire un peu le tour des droits de la personne, jusqu'à quel point, en fait, la réalité du métier de mandataire, que je connais pas, hein, mais je me dis, finalement, vous avez dit, plus de 2000 dossiers, 80, 85 agents. En fait, ça fait un ratio qui est quand même assez élevé. Et du coup, en fait, jusqu'à quel point, finalement, vous pouvez aussi dégager ces espaces-là, embarquer les professionnels dans d'autres formes d'action et aussi les amener justement à avoir un peu ce rôle un peu de veille, sans être travailleur social. On voit bien les frontières sont un peu fines, mais voilà,
Ça Non, mais poursuit la vous question. avez parfaitement résumé. La frontière, elle est essentielle pour nous de se démarquer du secteur de l'accompagnement social. Je crois que c'est vraiment important de considérer qu'on est une voie d'intervention auprès des personnes vulnérables et que chacun a son champ pour agir. Alors, sur la question d'avoir une vision globale, bah oui, c'est clair on s'occupe de la personne dans toutes ses dimensions, en étant très vigilant, vous l'avez très justement dit, selon la mesure de protection, on ne va pas avoir la possibilité d'agir aussi loin, mais par définition, on s'occupe de la personne et de son patrimoine. Donc, on va aller tout balayer au moment d'ouverture de la mesure avec elle, sur ce qu'est les droits qui sont déjà ouverts, ceux qui sont en rupture, l'endettement, la situation au regard du logement, même la situation au regard de la santé, mais ça reste un domaine qui lui est propre, sa situation familiale, voilà, il y a des domaines, mais l'information n'est jamais intrusive, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller questionner plus que ce dont on a besoin pour faire notre métier, ça aussi c'est super important. Donc oui, on va pouvoir balayer tout ça, et comme écrivain public, on va pouvoir dire, bah là, vous pourriez bénéficier, vous pourriez, voilà, solliciter tel droit en plus. Donc, l'action se rejoint. Et sur l'action collective, alors, c'est vraiment une question de moyens et de temps. Je vais témoigner pour EVA Tutelle. On essaye, et on a de la chance d'avoir un financeur régional qui nous permet de dégager du temps pour faire des actions. Alors, on en fait à 2 niveaux. On en fait avec les majeurs protégés. On n'a pas de conseil à la vie sociale parce que on trouve que c'était pas forcément hyper pertinent, mais on a des groupes de travail. Maintenant, on a vraiment des majeurs protégés identifiés qui sont partie prenante de beaucoup de chantiers. Donc, ils ont revu avec nous le livre d'accueil, ils ont revu avec nous le DIPM, ils nous ont monté à faire notre site internet, ils participent à nos colloques, c'est-à-dire qu'ils illustrent les programmes, ils témoignent, ils sont présents durant le colloque pour intervenir avec aux tables rondes ou avec le public. Et puis on travaille, nous, avec les professionnels sur toutes ces questions éthiques pour justement pas être dissymétrique dans la relation. C'est-à-dire de pouvoir aborder le regard des personnes en étant très attentive à leur témoignage, de se décentrer de son rôle professionnel. C'est beaucoup moins simple pour certains de mes collègues parce que les fonds sont rares. Alors nous, on a vraiment développé tout un projet associatif et on tient, mais chaque année, hein, le budget est remis sur le tapis. Donc on montre toutes les actions qu'on mène, justement pour qu'on soit tous dans cette réflexion-là, mais c'est jamais gagné. C'est remis en cause chaque année. Alors après, on va pas pouvoir dédier autant de temps qu'un peut-être public, parce qu'on gère une plus grande masse. En revanche, on peut aussi s'associer à ce type d'action. Je pense que c'est là aussi l'intérêt de ces rencontres. Il y a Benoît qui attend depuis le début, pas pour réagir. Oui, vraiment, pour continuer cette réflexion, moi, ce qui m'impressionne énormément avec l'écrivain public, là, c'est la dimension non spécialisée de l'activité qui rend un service, on va dire, assez universel et qui va à l'encontre de toute l'activité de spécialisation du sanitaire, du médico-social, etc. Et je me dis, oui, une partie de la vie du droit, c'est cette spécialisation, mais qui devient inhumaine. Hein, c'est parce que la Sécu se spécialise toujours plus, qu'elle n'arrive plus à avoir des personnes derrière des prestations, etc. Est-ce que être mandataire dans une maison de quartier, déplacer le service dans une maison de quartier, ça ferait sens dans une maison des habitants? Ben, j'y avais jamais réfléchi, mais pourquoi pas? C'est vrai qu'il faut qu'on sorte de nos bureaux, on va chez les gens, hein. Des fois, on fait des visites dans des lieux, on a des locaux qui sont mis à l'expérience, disons des habitants, mais on ne se vit pas comme partie prenante de cet écosystème-là. Ça, c'est vrai. Et je pense que ça pourrait vulgariser le métier Ouais. et arrêter de se faire à l'idée que les mandataires sont des voleurs comme avec les familles riches. Ah ben, Voilà, c'est de l'ironie que je fais, mais on s'est compris. ça, c'est sûr. Et puis, on est noté maintenant par Google. Alors, comme les restaurants, je vous avoue, c'est très compliqué. Non, mais c'est vrai. Non, mais il y a un vrai sujet. Être mandataire judiciaire à l'ère de Google, une jour, enfin, j'ai envie d'écrire un truc là-dessus. parce que Tu veux combien d'étoiles? On en a 2,5. Ah, vous êtes mauvais Pas après. parce que- Pas
pas top. Il y a Pranel qui voulait réagir à cette question. J'ai un peu oublié l'idée, mais c'était juste dire que moi, ce qui me fait plaisir, c'est que vous avez cherché à intégrer à l'organisation, c'est tout pour ne pas qu'on soit intégré. Oui, c'est vrai que j'ai en fait. Et sachez qu'à chaque fois qu'on les rencontre, que je viens de vous dire, on leur dit, parce que je pense que nous, entre professionnels, on a aussi un rôle pour éduquer les regards, entre guillemets. Alors, c'est pas bien dit comme ça, mais de dire, voilà nous comment on considère les gens, et on vous invite à faire de même. Et donc, mais c'est une question de personne. À la CAF de Grenoble, par exemple, toute une époque, il y avait un directeur qui était génial, et il nous demandait de former ses agents à l'accueil, justement. Et il nous disait, mais c'est un éternel recommencement, est-ce que vous pouvez revenir? Donc, tous les 6 mois, tous les 8 mois, on formait les agents précisément à ne pas dire, bon, bah, retournez chez vous, vous ne pouvez pas bénéficier de tel ou tel droit. Mais c'est une question de personne, malheureusement. Moi, j'ai juste un reproche à vous faire, c'est comme Saint-Thomas. Quand tout ce qui se passe, il n'est plus, il n'y a pas les majeurs aux autres. Je leur dis, On avec n'entend moi. pas Florian, en fait. Faut que tu parles plus fort. Ah, moi, je viens de faire l'ironie auprès de madame, je dis, en fait, je suis désolé, je suis comme Saint-Thomas, je prends tout ce que je vois, vous avez oublié d'amener vos majeurs protégés. Le meilleur exemple, c'est les... Il y a Thierry qui voulait prendre la parole. Et moi, je me permets juste d'interpeller madame à propos de ce qu'elle propose de moi, où je trouvais aussi que c'était une très bonne idée. Ce serait bien que les mandataires ils aillent dans la maison du citoyen ou dans les CCAS. Bon, après, ça a été interrompu par une blague, on est passé à autre chose, excusez-moi de revenir dessus, mais je pense que c'était très important. Non, mais t'as raison, et je pense même aller dans les maisons de retraite, les hôpitaux. Alors, non, mais avoir un manager du développement économique, de la communication. Alors après, il faut faire avec les moyens qu'on a, mais d'aller dans un lieu un peu central comme ça, et de justement, pas simplement parce qu'on va voir quelqu'un, mais on est à disposition pour accueillir des questions. Alors il y a un système pour les familles. Il y a. Étienne, t'es devant tout le monde. Là. Ce que je trouvais très intéressant, c'était l'idée de mettre les mandataires vraiment au cœur de la population. Ouais. Et que vous soyez au milieu de nous tous. Ouais. Je ne veux pas que ce soit nous qui venions vous voir. Oui. Comme ces dames vont avec des écrivains, etc. Ouais. Vous avez déjà entendu parler des SAVS, madame? Allez, c'est pas grave. Un service d'accompagnement à la vie sociale, c'est un peu comme des SAMSA quand on parlait. D'accord. Alors, on n'a pas le même rôle que les SAVS. Mais je suis d'accord avec vous sur le fait de se matérialiser comme dans le système, parmi. Voilà. Ouais. En fait, vous n'avez pas le même rôle, mais vous êtes complémentaires. Votre rôle est à un moment de la vie, étayer la personne pour un retour à l'autonomie et à l'autodétermination. Donc, je pense que vous êtes des maillons qui peuvent travailler sur la même chaîne. Vous comprenez pourquoi je tenais à revenir sur l'idée qu'avait eu Benoît, que c'est excellent. Il y a une prise de parole au fond. J'ai vu une main se lever, Marie-Hélène. Ah, pardon. Vas-y. Non, je voulais juste rappeler dans les débats enfin, la charge de travail monumentale que font les MJPM avec. Attention au sigle. Pardon. MJPM. Pardon, les mandataires judiciaires à la protection majeure, donc les explorateurs, avec, je n'ai pas les chiffres exacts, mais 50, 60 dossiers par professionnel. Et ils le regrettent. Enfin, moi, je travaille dans un thérapeutique tutélaire et je reçois beaucoup de professionnels, de mandataires et ils le regrettent amèrement de ne pas pouvoir faire ce travail comme ils le voudraient d'accompagnement et voilà, et de travail en réseau avec les autres professionnels qui peuvent accompagner les personnes. Et donc voilà, je trouve que c'est important de le rappeler qu'ils n'ont pas forcément les moyens c'est pour ça que de faire ce travail-là, malheureusement. Mais complètement, donc il faut qu'on essaye de négocier des moyens. Alors, la charge, c'est 58, 60 dossiers par mandataire. Hein, ici. Donc, c'est clair que c'est 20 minutes par personne par trimestre. Si on fait Il y avait une autre question au fond de la salle? Une question, je voulais rebondir, et ça, c'est le problème de toute la suppression d'emploi à tous les niveaux et le fait qu'en fait, on n'arrive même pas à accéder à des travailleurs sociaux, à des assistantes sociales. Moi, je parle aussi je sais pas, il y a une sociale, on arrive en grande précarité, on est pas sécurisé, donc en fait, il y a plein d'endroits où on nous dit, bah non,
vous n'êtes pas domicile, vous n'êtes pas dans le secteur. Enfin, il faut déjà aussi pouvoir accéder à une domiciliation, c'est pas toujours évident. Et ça, c'est un fait général. Donc, au niveau des tutelles, je crois que c'est même au-delà du nombre des dossiers. Voilà, les travailleurs sociaux, la succession des guichets dans les administrations, le tout numérique, c'est pas du tout sécure, on le voit bien. Vous voulez réagir par rapport à ça? Et après, sinon, si on a mis une dernière question, c'est... Moi, en tant qu'animateur, j'ai une réflexion à faire. Là, et on a deux intervenants plus un co-animateur qui s'appelle Cap Droit et un autre qui s'appelle PAC. Dans le cadre d'une sollicitation au Cap Droit est sollicité dans le cadre d'un travail sur l'innovation dans la protection des majeurs. Et j'aimerais bien qu'on aborde cette idée qu'on vient d'aborder, recitoyenniser ce travail-là, le remettre au centre de la ville et faire des efforts de propositions à nos organes gouvernementaux dans le cadre d'événements publics qui vont prévoir, je sais pas si je peux super l'exprimer, Benoît, reprends-moi si j'ai mal dit, parce que je t'ai posé la question. Très bien, très bien. J'aimerais bien qu'on parle de ce qu'on vient de se dire là, parce que je pense que on parle de toute détermination et de capacité juridique universelle pour toutes et tous. Et là, on a montré par vos expériences que malheureusement, pour deux, l'amour vous avez à plat, mais vous avez développé des nouvelles compétences. Et qu'aujourd'hui, je pense que vous êtes dans un collectif, quand les gens veulent le regarder, ils vont se dire, ouais, c'est des gens vulnérables, mais non, en fait, vous êtes des gens hyper compétents parce que vous devez apprendre au quotidien à gérer vos vulnérabilités et en plus, vous arrivez à aider les autres. Donc, en fait, je pense qu'on est tous des forces vives, invisibles, de besoin de soutien à la population. Je pense que c'est important. C'est peut-être un peu dur, complexe à comprendre. Est-ce que vous, en tant que responsable de d'établissement de protection, vous êtes d'accord avec ce que... On t'entend plus si tu parles doucement. Désolé. Je suis d'accord, donc c'est vrai que la collègue a raison. Moi, je suis comme vous, je suis embarquée, donc j'ai envie de voir du positif, mais c'est vrai que notre contexte de travail n'est pas simple. C'est pour ça que j'ai choisi cette voie d'entrée pour parler aujourd'hui, parce que je suis convaincue que nous-mêmes, on doit dire ça. Nous-mêmes, on doit effectivement essayer de bouger un peu les lignes pour montrer différemment la protection juridique du majeur. C'est pas simple parce qu'on est encore très mal connu. Mais on essaye d'en faire un enjeu. Par exemple, en matière de santé mentale, nous, on n'est jamais sollicité. Hein. J'ai demandé que l'association elle puisse être un peu plus intégrée dans les réflexions autour de la santé mentale, mais on n'y est pas. On vient nous chercher de temps en temps. Enfin, on a besoin de cas, qu'on a un groupe. Ouais, oui, voilà. Donc, mais c'est une réflexion de longue haleine et c'est nous seuls, à nouveau, on a des moyens extrêmement limités. Donc, il faut qu'on y puisse. Et même, regarde, je sais pas si la collègue peut en témoigner, mais il faut déjà qu'on se mette plus d'accord. Qu'est-ce qu'on vient d'échanger sur le regard qu'on porte sur les gens, sur la nécessité de pouvoir collaborer. Il faut déjà que les acteurs de la protection des majeurs soient d'accord. Alors, tu vas conclure. Parce qu'après, ça serait bien on a déjà bien débordé, mais c'est super. Mais l'idée, c'est que derrière, vous puissiez continuer. On va faire un peu une pause, visite de l'expo en même temps, tout ça. C'est normal qu'on ait débordé le cours d'eau de la barque et la barque est percée. On est embarqué. Je l'ai pas. Vas-y, Benoît. Ça complète un peu ce que dit Florian, parce que c'est des réflexions qu'il y a dans ce groupe de travail sur les enjeux de capacité juridique, mais ça fait lien aussi avec citoyenneté. Je suis marqué combien cet écrivain public, il participe à la vie civile. Et alors, qu'appeler la vie civile, c'est cette manière dont on se donne des traces. Donc aujourd'hui, et depuis un moment, ça passe beaucoup par l'écrit, mais on se donne des traces pour pouvoir faire lien entre les individus et le collectif, pour pouvoir repérer des formes d'engagement dans le temps, des formes de droits, de prestations dans le temps. Et cette activité de traçabilité, elle est rarement pensée comme au cœur de la vie citoyenne et de la vie civile, qui est cette vie des liens les uns envers les autres et des liens, comment parfois ils nous affectent beaucoup, comment ils peuvent faire mal, etc. Et que l'écrit, la civilité de l'écrit est un miroir de cette des tensions de la vie civile, quoi. Hein. Et je trouve voilà que
de me dire, bah, en fait, un mandataire, évidemment, c'est un acteur de la vie civile, mais l'écrivain public, c'est un acteur de la vie civile et citoyenne. Par cette activité d'écriture, qui est une activité de lien, voilà, ça aide à penser. Peut-être pour compléter ce que tu dis, parce que j'ai un peu cette réflexion-là, en se disant qu'il y a aussi le travail de collectivisation de l'écriture que je trouve intéressant. C'est comment on pourrait se dire que l'écrivain ou l'écrivaine publique écrit à la place ou avec une personne, mais peut-être le fait de, ça rejoint ce que tu disais Antoine, hein, sur la dimension aussi de l'action collective qui s'accomplit. En fait, d'un coup, vous écrivez, alors avec des mots qui vont être dans votre livre, avec les pièces de théâtre, même si vous m'avez indiqué que c'était aussi en partie de l'improvisation, mais vous avez quand même posé un cadre de qu'est-ce qu'on veut dire, etc. Avec, bah là, il y a du texte, il y a des écrits, il y a des images. En fait, je trouve que ce travail, en fait, c'est comment on se met à écrire collectivement aussi pour faire en sorte que d'autres viennent aussi écrire avec nous d'une certaine manière. Il y a un travail qui ne cesse, enfin, tu vois, Pranel, toi, t'as rejoint, enfin, chacune d'entre vous a rejoint un moment différent. Et ça fait déjà 10 ans que vous existez. Peut-être que vous serez encore là dans 10 ans ou pas, en fait. Et peut-être d'autres auront pris le relais. Je trouve ça intéressant, aussi cette dynamique d'élargissement de l'écriture, des traces qu'on laisse de plus en plus, à la fois pour montrer ce qui s'est passé, puis aussi pour sensibiliser d'autres et faire en sorte que d'autres viennent aussi avec vous, quoi. Je trouve, Alors, on a essayé de laisser des traces dans d'autres villes, donc en Ardèche, à Valence, sur Grenoble, principalement. Donc on est allé témoigner, on a fait notre représentation et vraiment en fait le livre actuellement qu'on est en train de faire, et ben en fait on remet tout ça, tout ce que le collectif a fait pendant 10 ans et où on veut vraiment arriver en fait. Et on se dit ben peut-être avec ce livre-là, et en plus de l'expo, pour les gens qui connaissent l'expo, eh ben, on peut atteindre beaucoup plus de monde et pourquoi pas des institutions ou autres et plus haut, mais j'ai envie de vous je vois grand, mais vraiment plus haut pour vraiment faire bouger ben, justement tout ça. On a réécrit, tout à l'heure tu l'as dit, on a réécrit un courrier d'Actis, d'un bailleur social qu'on a sur Grenoble. Il y a un membre du groupe qui l'a réécrit en 23 façons différentes. Donc, il y avait une qui l'a fait sur son bras. Non, pas ça. Mais voilà, ça a été détourné en lettres d'amour, ça a été détourné en argot, ça a été détourné en plusieurs façons en fait. Et on en a exposé 2, 3 pendant nos représentations. Et c'est là où je reviens, enfin, où ça revient à ce que je disais tout à l'heure. On a détourné les choses, malheureusement, qui sont pas faciles à vivre dans le quotidien avec les administrations, mais on l'a détourné ben, totalement sur le ton de l'humour. Et ça a fait son effet. Ça a fait son effet totalement. On a été applaudis, on a eu des rires. Et c'est juste génial. Et du coup, ben, ça va être, normalement, c'est censé être dans le livre. Et du coup, ben, le livre, voilà, on va, tu me dis, Pascal, si je me trompe, mais il sera gratuit et on va le donner, en fait, à toute personne qui veulent en avoir un exemplaire. Donc ça va être génial. Et pourquoi pas, peut-être, je vois peut-être loin, ça va peut-être faire rire certains, mais pourquoi pas l'envoyer à l'Élysée? Peut-être ça fera bouger plus haut. Vous l'avez dit avant le mois de juin, peut-être que vous pouvez nous donner, on peut peut-être s'en charger. Oui. Oui, on va pas éviter avant le mois de juin. Merci Voilà. beaucoup. Le livre, excuse-moi, il est écrit à plusieurs mains, peut-être, notre livre. Alors, il y a nos témoignages, il y a l'histoire du groupe, comment il a été formé, toutes les étapes par lesquelles on est passé, mais c'est une écrivaine qui l'écrit pour nous. Et il y aura des illustrations, nos témoignages, enfin, il y aura tout dans le livre. Enfin, il sera complet. Du début, l'histoire d'un petit post-it jaune à la concrétisation du livre, en fait, jusqu'à la fin.